Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, et merci de prendre le rendez-vous des informations sur Eden TV au sommaire. Deux malfrats ont été présentés à la presse ce mardi. Ces malfaiteurs s'apprêtaient à opérer un braquage dans un quartier de Cotonou quand ils ont été appréhendés par la police. Vous aurez les détails dans quelques instants. Séance de municipalité mensuelle dans la commune d'Abomey-Calavi ce mardi. La rencontre a réuni autour du maire Georges Bada les élus locaux de la commune d'Abomey-Calavi. Au cœur des échanges, les questions de développement de la dite localité. Et puis sur le continent, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide, au centre d'une polémique pour avoir frappé une de ses danseuses, a été emprisonné mardi à Kinshasa après son inculpation pour coups et blessures volontaires. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons ce journal par la séance de municipalité mensuelle de la commune d'Abomey-Calavi. Une séance qui s'est déroulée hier mardi dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Cette rencontre a été une occasion d'échange et de partage entre le maire Georges Bada et les élus locaux. Horacia Diodi, Cyril Agbo. Après les arrondissements de Révier, Zinvier, Togba, Akasato et Godomain, c'est au tour de l'arrondissement d'Abomey-Calavi d'accueillir la séance de municipalité initiée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Comme dans les localités précédemment citées, c'est le recensement par le maire Georges Bada des problèmes de ce milieu qui justifie la tenue de cette réunion. Des difficultés soulevées par les 20 chefs quartiers et qui se résument à l'ouverture, au reprofilage des voies, à l'insalubrité, au manque de modules de salles de classe, d'électrification, à l'insécurité et aux conflits domaniaux. Des préoccupations confirmées par le chef d'arrondissement qui a profité pour souhaiter la relance effective des travaux de lotissement. Le 12 passé, que vous avez eu à faire la levée de la mesure de suspension et que vous avez eu à procéder à la relance des travaux de lotissement dans toute la commune, nous vous remercions. Et puis nous vous demandons de faire diligence pour que ces travaux démarrent effectivement. Pour le maire Georges Bada, la décentralisation et le développement à la base. La mairie à elle seule ne peut apporter la solution aux problèmes énumérés. Il invite donc chaque habitant de l'arrondissement d'Abomey-Calavi à une participation citoyenne. Tous les 20 chefs quartiers, ils doivent se poser la question de savoir, pour lutter contre l'insécurité, combien d'étrangers sont rentrés dans leur quartier. L'éclairage dans une commune n'est pas l'exclusivité des charges de la commune. Il faut nécessairement, pour ce qui nous concerne, que l'État central nous vienne en aide. Également pour ce qui concerne les voies, également pour ce qui concerne les écoles, pour ce qui concerne les hôpitaux, etc. C'est à nous de collecter tous ces besoins et à nous de chercher à leur trouver des solutions. Cette rencontre a également permis de faire le point de l'exécution des décisions prises à la dernière séance et des préparatifs de la célébration communale du 1er août qui aura lieu dans l'arrondissement de Calavi. Deux malfrats présentés à la presse, cela s'est passé ce mardi après-midi au commissariat central de Cotonou. Ces malfaiteurs ont fait l'objet de cette présentation après que les policiers du commissariat d'arrondissement de Vaudier les ont arrêtés. L'opération s'est déroulée la semaine dernière et ce sont des informateurs qui ont donné au directeur général de la police nationale des précisions sur un braquage que s'apprêtait à commettre les malfaiteurs au quartier Vaudier afin qu'ils instruisent les siens de les mettre hors état de nu. Ce braquage visait un habitant de ce quartier, comme nous l'explique le commissaire Sédé. Le mercredi 20 juillet 2007, aux environs de 18h, c'est hors la loi que vous êtes en train de voir, sont tombés dans les filets de la police nationale. Ils étaient porteurs de 2 pistolets, l'un automatique de fabrication ou bien de marque allemande et l'autre
de fabrication artisanale avec des munitions. Ils étaient aussi porteurs de scotch. Auditionnés, ils sont passés aux aveux et ils ont déclaré qu'ils utiliseraient le scotch pour ligoter leurs victimes à l'ADI afin de pouvoir opérer aisément. Et ils ont aussi déclaré avoir acheté le pistolet de marque allemande automatique au Nigeria et celui artisanal au Bénin. Je voudrais, au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, susciter et obtenir de la part de la population une saine collaboration et une franche symbiose pour gagner la lutte et la bataille contre l'insécurité ambiante. Pour ce faire, nous voulons de la part de la population la dénonciation des hors-la-loi et des divorcés sociaux, quel que soit leur refuge. Gaz lacrymogène, canon à eau étaient de sortie ce mardi matin à Cotonou. Cet arsenal de la police a servi à réprimer une marche des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ces derniers entendaient transmettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Tanasso leurs revendications. Le récit des événements, c'est avec Fréjus Serlan et Damien Pedro. Panique, fuite, des blessés et des dommages matériels. C'est ce à quoi aboutit la longue et pénible marche des étudiants qui a démarré du grand portail de l'université d'Abomey-Calavi et a atterri à la Bourse du Travail dans la ville de Cotonou. Et c'est à ce point de chute que cette marche, qui était jusque-là pacifique et dont le but est de revendiquer de meilleures conditions d'études, a dégénéré. L'itinéraire était de l'université d'Abomey-Calavi jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais on nous a dit qu'on ne peut pas traverser le CNHU et on ne peut pas traverser la présidence. Et de l'autre côté de la Bourse de Travail, on ne peut pas non plus traverser la résidence du chef de l'État. On s'est convenu de ce que la marche allait échouer à la Bourse de Travail. Mais force est de constater qu'à la destination, ça veut dire à la Bourse de Travail, les policiers ont reçu l'ordre du préfet. J'étais témoin quand le préfet a demandé à la police de tirer sur nous. Pour Modeste Tobola, préfet du département du Littoral, qui a autorisé la marche et a aidé à mettre des bus à la disposition des étudiants, c'est plutôt l'incivisme de ces derniers qui a engendré cette scène qu'il déplore. Donc j'étais là, présent, sur les lieux, à la Bourse du Travail, en attendant la délégation du ministère pour que nous puissions recevoir leur motion. Lorsque, arrivés au niveau de la Bourse du Travail, ils ont décidé de franchir la ligne rouge. C'est inadmissible. Je voudrais dire que le respect des libertés individuelles et collectives n'emporte pas sur l'ordre public. Ils veulent forcer le passage, ils disent qu'ils veulent aller au ministère. Alors qu'il y a des autorités administratives ici qui veulent les recevoir. Dans cette confusion où les étudiants ne comprenaient pas pourquoi les forces de l'ordre ne pouvaient pas les encadrer jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, ils n'ont pu transmettre leur motion à l'autorité, dépêchée par la ministre Marie-Odile Tanasso. Plusieurs responsables syndicaux, notamment ceux de la CSTB, CGTB et CSA Bénin, ont dû quitter un forum organisé par le gouvernement pour se rendre sur les lieux et dire leur mécontentement. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Alors, Je n'ai jamais dit non. mais quelle est la suite? Mais vous posez un problème. Mais quelle est la suite? Je dis et je répète que l'entrée à la Bourse du Travail, là, nous n'en voulons plus. Voilà. Encore sous le choc, les étudiants ont du mal à comprendre le concept de la rupture, qu'ils ont pourtant eux-mêmes contribué à rendre populaire. Ce sont nos marches qui ont permis que Talon vienne au pouvoir. Lui, aujourd'hui, au pouvoir ne peut pas permettre à ce que des marches soient réprimées. Azanaï, pour qui on a passé des nuits blanches ici, contre le complot fait contre lui par le Boniaï à l'époque. Donc, s'il n'est pas impliqué dans cette répression, il faut qu'il monte au créneau pour parler. À l'instar de ce jeune homme, arrêté puis relâché par les forces de l'ordre, les étudiants n'entendent pas renoncer à leurs revendications qui se résument en ces 4 points. La tenue de la session de rattrapage à la faculté des lettres, le paiement des allocations universitaires, la suspension des faux frais à payer avant de rentrer en possession de ces attestations ou diplômes et la démilitarisation du campus d'Abomey-Calavi.
Hier, mardi 26 juillet 2016, la communauté internationale a célébré pour la première fois la journée de conservation des écosystèmes de mangroves, une initiative de l'UNESCO pour protéger et valoriser ces formations végétales particulières. Voici beaucoup plus de détails. L'UNESCO célèbre pour la première fois cette année 2016 la journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangroves. La proclamation de cette journée adoptée le 6 novembre 2015 par la Conférence générale de l'UNESCO souligne l'importance de cet écosystème pour l'humanité et la planète tout entière. Ces écosystèmes de mangroves sont constitués essentiellement de palétuviers, plantes particulières avec des racines aériennes qui peuplent les zones côtières et parfois les embouchures de certains fleuves. Ces plantes de milieu d'eau douce et salée jouent d'importants rôles dans l'écologie de leur milieu. Du fait de leur morphologie, ces palétuviers-là créent un micro-habitat qui est affectionné par les ressources halieutiques, notamment les poissons et les crabes. Donc c'est dans les racines, c'est entre les racines de ces palétuviers que vivent, hibernent et se reproduisent la plupart des ressources halieutiques. Donc ça c'est très important du point de vue biologique. Les palétuviers, de par leur morphologie avec la présence des stomates, qui sont des poches d'échange gazeux sur tout l'appareil végétal, à savoir les racines, la tige et les feuilles, interviennent dans la fixation de grandes quantités de CO2, pour leur rôle déterminant en matière d'atténuation des gaz à effet de serre. Ce nombre important de stomates fait que la capacité d'échange respiratoire et d'échange photosynthétique au niveau de cette plante-là est multipliée par beaucoup. Donc c'est pour ça que quand on prend 1 hectare de palétuvier, cela fixe par an jusqu'à 12 tonnes de CO2. Et c'est pour ça que nous, biologistes, nous considérons que les mangroves sont des puits à carbone, c'est-à-dire des ressources biologiques qui retire de notre environnement le CO2 qui pourrait avoir des effets dommageables sur le climat, notamment le réchauffement climatique. Les mangroves participent aussi à la protection des côtes contre l'érosion et les catastrophes et procurent beaucoup d'avantages aux êtres humains en termes de biomasse et de productivité. Malgré tous ces services rendus à l'homme et à la nature, les mangroves sont aujourd'hui menacées de disparition sur une bonne partie de la planète à cause de la surexploitation. Mais la survie de l'humanité et la réalisation des programmes de développement durable ne peuvent se faire sans la préservation des écosystèmes de mangroves. Raison pour laquelle l'UNESCO demande, à l'occasion de la célébration de cette première journée internationale de la conservation des écosystèmes de mangroves, à toutes les collectivités locales, nationales, régionales et internationales à œuvrer pour la protection et la promotion des mangroves. Information hors du Bénin. Le gouvernement de l'État de Lagos au Nigeria a introduit une loi interdisant les activités de vente ambulante alors que la récession économique guette le pays selon le FMI. Une mesure qui suscite des inquiétudes parmi les plus démunis dont les revenus sont composés de petites ventes quotidiennes à la sauvette. Reportage. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn. Vendus 15 centimes d'euros l'unité, elle espère gagner 10 € par jour en les colportant dans les rues de Lagos. Mais le gouverneur de la mégapole de 20 millions d'habitants a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants. Pour Biliki, l'avenir est devenu incertain. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Même ceux qui ont un commerce ne gagnent pas autant d'argent que moi en colportant. Il y a tellement de taxes sur les commerces qu'ils font peu de profit. Dans les embouteillages monstres de la capitale économique du Nigeria, les colporteurs se faufilent pour vendre des fruits, des boissons, des films ou des livres. Désormais, ils risquent 6 mois de prison et 270 € d'amende s'ils se font attraper par la police. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Nous sommes sous le soleil du matin jusqu'au soir avant de rentrer chez nous. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits du même sang et de la même chair. Ça ne nous amuse pas de vendre dans la rue. Un travail dur plutôt que le chômage. Au Nigeria,
Près d'un jeune diplômé sur 2 est sans emploi. Avec la chute des cours du pétrole et une inflation galopante, le FMI craint que le pays entre en récession. Les vendeurs de rue n'ont pas forcément le choix. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Avec près de 180 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et dont plus de la moitié vit avec moins d'1 euro par jour. À Lagos, les vendeurs ambulants auront maintenant les yeux posés sur le trafic et la police. Des soldats américains et sénégalais ont achevé mardi 2 semaines d'entraînement dans le cadre du programme américain Africa Readiness Training sur une base militaire du TS militaire américain. Les militaires américains ont réalisé plusieurs exercices avec les hommes du bataillon du parachutisme du Sénégal. L'objectif pour les États-Unis est de renforcer les capacités de ces hommes à se projeter en urgence sur des terrains africains. Suivant quelques propos recueillis à la fin de cet entraînement. En fait, c'est le premier exercice de ce type ici au Sénégal. Et l'idée, c'est de bien préparer les forces armées américaines pour les déploiements en cas d'urgence ici en Afrique. Problème de sécurité, sûreté, n'importe quel cas d'urgence. Et ça, c'est l'idée, d'être toujours prêt pour une réponse en cas d'urgence. En tant que soldat, c'est le plus important. On apprend tous les jours, puisqu'on peut nous envoyer dans différents pays qu'on n'a jamais été, forcément. Donc travailler avec des personnes qui font le travail différemment nous apprend beaucoup plus que de travailler avec des gens qui font comme nous. Le bataillon parachutiste, comme on dit souvent au Sénégal, dans les armées, c'est le fer de lance de l'armée sénégalaise. Donc c'est un bataillon opérationnel qui participe à tous les théâtres d'opération, ici au Sénégal comme à l'étranger, donc en mission de maintien de paix ou en mission de coercition de force. Voilà, je peux donner l'exemple du Mali. On a eu une compagnie qui est rentrée récemment du Mali, ça fait 6 mois à peu près. On a une autre compagnie en mission de maintien de paix récemment en Côte d'Ivoire, ça fait 3 mois qu'ils sont partis. Effectivement, il y a beaucoup de partage d'expérience de part et d'autre. Il y a des choses sur lesquelles eux ils sentent effectivement il y a un besoin pour eux de s'adapter, et pour cette procédure, pour ce mode d'action, effectivement, ils ont trouvé qu'effectivement ils étaient un peu lents et qu'ils s'adaptent, ils ont réadapté leur savoir-faire par rapport à nous, ce qu'on fait actuellement, parce que c'est beaucoup plus réaliste et nous on fait effectivement des théâtres d'opération où l'ennemi est souvent au contact et donc il faut agir vite. Je l'ai annoncé dans les titres, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide, au centre d'une polémique pour avoir frappé une de ses danseuses, a été emprisonné mardi à Kinshasa après son inculpation pour cause et blessures volontaires. Selon des sources judiciaires, chanteur de rumba populaire en Afrique, Antoine Agbekpa Mumba, alias Koffi Olomide, avait été filmé vendredi à son arrivée à l'aéroport de Nairobi en train de donner un violent coup de pied à l'une de ses danseuses, largement relayée par les réseaux sociaux. La vidéo de la scène avait provoqué une vague condamnation. Le chanteur a été expulsé samedi du Kenya où il devait donner un concert. Dans la foulée, les autorités zambiennes ont annulé son concert prévu cette semaine à Lusaka. Koffi Olomide est inculpé pour coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public et d'autres infractions, a déclaré à l'AFP un haut magistrat détenu sous un mandat d'arrêt provisoire. Le chanteur sera présenté devant un tribunal dans 5 jours, a-t-il précisé. Toujours sur le continent, attentat suicide ce mardi à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Bilan, au moins 13 personnes ont été tuées près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab, donnant une nouvelle fois la capacité de nuisance du groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voici le reportage. Un double attentat s'est produit tôt le matin de ce 26 juillet à Mogadiscio. Outre ces attentats, des tirs ont été entendus également vers 6 h GMT aux abords des locaux de l'Organisation des Nations Unies et de la Force de l'Union africaine en Somalie. Bilan de ces attaques, 13 morts. Il s'agit d'un acte suicide des Shebab à Mogadiscio, a déclaré un responsable de la police. Vers 9 h, heure locale, l'ennemi des États-Unis, les islamistes Shebab, a frappé près de l'aéroport de Mogadiscio avec 2 véhicules chargés d'explosifs.
Au moins 13 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dans les attaques. Les 2 explosions ont été menées par 2 kamikazes moudjahidines qui ont ciblé 2 endroits différents où les soldats de maintien de la paix sont basés. L'aéroport international Aden Ad, du nom du premier président somalien, est devenu un champ de bataille depuis que s'est installé juste à côté de la principale base de la MISON, forte de 22 000 hommes et qui aide le gouvernement somalien dans sa lutte contre les Chebabs. Attentat en Somalie hier, attentat également en France ce mardi. Un prêtre octogénaire est mort égorgé lors d'une prise d'otage dans son église à Saint-Étienne de Rouvaille à Rouen, en France. La première attaque contre un lieu de culte catholique en Europe où le père Jacques Hamel disait la messe vers 7h30 GMT. Un autre otage est grièvement blessé et se trouve dans un état critique. L'attaque a été bel et bien revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique, une situation qui accroît encore l'attention dans ce pays qui a été la cible récente d'une série d'attentats djihadistes, suivant la réaction de quelques personnalités religieuses et politiques. Je prie toujours en ce moment, si Dieu a pitié de ceux qui sont en train de faire les choses horribles, mais aussi pour ce prêtre qui, nous l'avons entendu, a été tué dans cette terrible attaque en France. La tuerie s'est passée à l'église. Au moment de la messe quotidienne. C'est un prêtre âgé qui accomplissait fidèlement sa mission, le père Jacques Hamel. Je pense vraiment à eux, à tous ceux qui ont été ordonnés en même temps que ces prêtres. Mais je pense aussi aux fidèles, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y en a une, semble-t-il, qui est entre la vie et la mort, et qui viennent au petit matin prier pour le monde. Je suis un peu abasourdi, à vrai dire. Je suis abasourdi. Mais je suis un peu comme porté par ces jeunes voilà, qui veulent construire une civilisation de l'amour. Laissez-moi commencer par présenter mes condoléances au peuple français après l'écœurante attaque de ce matin en France. Nos pensées et prières sont avec toutes les personnes affectées. Et puis la construction d'une grande mosquée crée des polémiques en Turquie. Une fois finie, la future mosquée de Yamlica à Istanbul sera la plus grande de Turquie. Ce complexe gigantissime de 15 000 m² pourra accueillir jusqu'à 60 000 fidèles. Et malgré les actions en justice aux protestations d'architectes, d'urbanistes ou d'écologistes, la construction très controversée de cette mosquée monumentale a pris des allures d'un passage en force. Le son des perceuses avant celui du muezzin. À Istanbul, la future mosquée située à Çamlıca se dresse sur les hauteurs de la rive asiatique. Ce complexe de 15 000 m² avec 6 grands minarets pourra accueillir chaque jour près de 37 000 fidèles. La mosquée abritera également une bibliothèque, une galerie d'art ou encore un musée. C'est une première, d'abord par sa taille, c'est la plus grande mosquée construite pendant la période républicaine, et ensuite par la complexité de l'édifice. Mais l'édifice de style classique ottoman, initié par le président Erdogan à l'époque Premier ministre, suscite la controverse. Certains architectes et urbanistes ont intenté un procès il y a 4 ans pour préserver cette colline, site naturel protégé. Parmi eux, l'urbaniste Tayfun Karaman ne cache pas sa colère. C'est une zone naturelle qu'il faut protéger, mais même si le procès arrive à terme, en Turquie, quand le pouvoir politique veut mener un projet à bien, il le fait. Ils n'auront qu'à légèrement changer les plans ou tout simplement entamer un nouveau projet. Depuis l'autre rive du Bosphore, impossible de la manquer. Çamlıca compte parmi les quelques 3300 mosquées recensées par le ministère turc des Affaires religieuses en 2015. À Istanbul, on ne peut pas dire qu'on fasse les choses par nécessité. Il y a des mosquées partout, des écoles, des hôpitaux. Là, je ne pense pas que ce soit nécessaire. À vrai dire, je ne pensais pas que ça se ferait, mais je la trouve très jolie. Que Dieu remercie celui qui l'a construite. Elle est belle. La nouvelle mosquée devra ouvrir ses portes d'ici quelques mois après 2 ans et demi de travaux. D'ici là, il faudra encore construire une route et un tunnel pour relier la ville à la mosquée située sur l'une des plus hautes collines d'Istanbul. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et à bientôt.